vous n'êtes pas fâché contre moi, n'est-ce pas, Peggotty ?» dis-je après m'être tue un instant. J'avais peur qu'elle ne fût fâchée. Elle m'avait parlé si brusquement, mais je me trompais. Elle posa le bas qu'elle raccommodait et prenant dans ses bras ma petite tête frisée, elle la serra de toutes ses forces. Je dis de toutes ses forces parce que comme elle était très grasse, une ou deux des agrafes de ses robes sautaient chaque fois qu'elle se livrait à un exercice un peu violent. Or, je me rappelle qu'au moment où elle me serra dans ses bras, j'entendis deux agrafes craquer et s'élancer à l'autre bout de la chambre. Maintenant, lisez-moi encore un peu des cocodrilles, dit Peggotty, qui n'était pas encore bien forte sur ce nom-là. J'ai tant d'envie d'en savoir plus long sur leur conte. Je ne comprenais pas parfaitement pourquoi Peggotty avait l'air si drôle, ni pourquoi elle était si pressée de reprendre la lecture des crocodiles. Nous nous remîmes à l'histoire de ces monstres avec un nouvel intérêt. Tantôt nous mettions couver leurs œufs au grand soleil dans le sable, tantôt nous les faisions enrager en tournant constamment autour d'eux d'un mouvement rapide que leur forme singulière les empêchait de pouvoir suivre avec la même rapidité. Tantôt, nous imitions les indigènes et nous nous jetions à l'eau pour enfoncer de longues pointes dans la gueule de ces horribles bêtes. Enfin, nous en étions venus à savoir nos crocodiles par cœur. Moi du moins, car Peggotty avait des moments de distraction où elle s'enfonçait assidûment dans les mains et dans les bras de sa longue aiguille à repriser. Nous allions nous mettre aux alligators quand on sonna à la porte du jardin. Nous courûmes pour l'ouvrir. C'était ma mère, plus jolie que jamais. À ce qu'il me sembla, elle était escortée d'un monsieur qui avait des cheveux et des favoris noirs superbes. Il était déjà revenu de l'église avec nous le dimanche précédent. Ma mère s'arrêta sur le seuil de la porte pour m'embrasser, ce qui fait dire au monsieur que j'étais plus heureux qu'un prince, ou quelque chose de ce genre, car il est possible qu'ici, mes réflexions d'un autre âge aident légèrement à ma mémoire. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» demandai-je à ce monsieur par-dessus l'épaule de ma mère. Il me caressa la joue, mais je ne sais pourquoi, sa voix et sa personne ne me plaisaient nullement, et j'étais très fâchée de voir que sa main touchait celle de ma mère, tandis qu'il me caressait. Je le repoussai de toutes mes forces. « Oh, Davy !» s'écria ma mère. « Cher enfant, » dit le monsieur, « je comprends bien sa jalousie. » Jamais je n'avais vu d'aussi belle couleur sur le visage de ma mère. Elle me gronda doucement de mon impolitesse et, me serrant dans ses bras, elle remercia le monsieur de ce qu'il avait bien voulu prendre la peine de l'accompagner jusque chez elle. En parlant ainsi, elle lui tendait la main et en lui tendant la main, elle me regardait. « Dites-moi bonsoir, mon bel enfant, » dit le monsieur après s'être penché pour baiser la petite main de ma mère. Je le vis bien. « Bonsoir, dis-je. Venez ici, voyons, soyons bons amis, dit-il en riant. Donnez-moi la main. Ma mère tenait ma main droite dans la sienne, je tendis l'autre. Mais c'est la main gauche, Davy, dit le monsieur en riant. Ma mère voulut me faire tendre la main droite, mais j'étais décidée à ne pas le faire. On sait pourquoi. Je donnai la main gauche à l'étranger qui la serra cordialement en disant que j'étais un fameux garçon, puis il s'en alla. Je le vis se retourner à la porte du jardin et nous jeter un regard d'adieu avec ses yeux noirs et son expression de mauvais augure. Peggotty n'avait pas dit une parole ni bougé le petit doigt. Elle ferma les volets et nous rentrâmes dans le petit salon. Au lieu de venir s'asseoir près du feu, suivant sa coutume, ma mère restait à l'autre bout de la chambre. « Très agréablement, Peggotty, » reprit gaiement ma mère. « Je vous remercie bien. » « Une figure nouvelle, cela fait un changement agréable, » murmura Peggotty. « Très agréable, » répondit ma mère. Peggotty est restée immobile au milieu du salon. Ma mère se remit à chanter. Je m'endormis, mais je ne dormais pas assez profondément pour ne pas entendre le bruit des voix, sans comprendre pourtant ce qu'on disait. Quand je me réveillai de ce demi-sommeil, ma mère et Peggotty étaient en larmes. « Ce n'est toujours pas un individu comme ça qui aurait été du goût de Monsieur Copperfield, » disait Peggotty.
Je le jure sur mon honneur. » « Mais grand Dieu !» s'écriait ma mère. « Voulez-vous me faire perdre la tête? Il n'y a jamais eu de pauvre fille plus maltraitée par ses domestiques que moi. Mais je ne sais pas pourquoi je m'appelle une pauvre fille. N'ai-je pas été mariée, Peggotty ?»« Dieu m'est témoin que si, madame, » répondit Peggotty. « Alors, comment osez-vous » dit ma mère. « C'est-à-dire, non, Peggotty, comment avez-vous le courage de me rendre si malheureuse et de me dire des choses si désagréables quand vous savez que, hors d'ici, je n'ai pas un seul ami à qui m'adresser? »« Raison de plus, » répartit Peggotty, « pour que je vous dise que cela ne vous convient pas. »« Non, cela ne vous convient pas. Rien au monde ne me fera dire que cela vous convient. Non. » Dans son enthousiasme, Peggotty gesticulait si vivement avec son flambeau que je vis le moment où elle allait le jeter par terre. « Comment avez-vous le courage, » dit encore ma mère, en pleurant toujours plus fort, « de parler si injustement? Comment pouvez-vous vous entêter à parler comme si c'était une chose faite? Quand je vous répète pour la 100e fois que tout s'est borné à la politesse la plus banale. Vous parlez d'admiration, mais qu'y puis-je faire si on a la sottise de m'admirer? Est-ce ma faute? Qu'y puis-je faire? Je vous le demande. Vous voudriez peut-être me voir raser tous mes cheveux, ou me noircir le visage, ou bien encore m'échauder une joue. En vérité, Peggotty, je crois que vous le voudriez. Je crois que cela vous ferait plaisir. » Ce reproche sembla faire beaucoup de peine à Peggotty. « Eh, mon pauvre enfant !» s'écria ma mère en s'approchant du fauteuil où j'étais étendue pour me caresser. « Mon cher petit David, ose-t-on prétendre que je n'aime pas ce petit trésor, mon bon petit garçon? »« Personne n'a jamais fait une semblable supposition, » dit Peggotty. « Si fait, Peggotty, » répondit ma mère. « Vous le savez bien, c'est là que vous vouliez dire. Et pourtant, mauvaise fille, vous savez aussi bien que moi que le mois dernier, si je n'ai pas acheté une ombrelle neuve, bien que ma vieille ombrelle verte soit toute en loques, ce n'est que pour lui. Vous le savez bien, Peggotty, vous ne pouvez pas dire le contraire. » Puis, se tournant tendrement vers moi, elle appuya sa joue contre la mienne. « Suis-je une mauvaise maman pour toi, mon David? Suis-je une maman égoïste ou cruelle ou méchante? Dis que oui, mon garçon, et Peggotty t'aimera. L'amour de Peggotty vaut bien mieux que le mien, David. Je ne t'aime pas du tout, moi, n'est-ce pas? » Ici, nous nous mîmes tous à pleurer. Je criais plus fort que les autres, mais nous pleurions tous les trois à plein cœur. J'étais tout à fait désespérée, et dans le premier transport de ma tendresse indignée, je crains d'avoir appelé Peggotty une méchante bête. Cette honnête créature était profondément affligée, je m'en souviens bien. Et certainement sa robe n'a pas dû conserver alors une seule agrafe, car il eut une explosion terrible de ses petits ornements au moment où, après s'être réconciliée avec ma mère, elle vint s'agenouiller à côté du grand fauteuil pour se réconcilier avec moi. Nous allâmes tous nous coucher, prodigieusement abattus. Longtemps mes sanglots me réveillèrent, et une fois, en ouvrant mes yeux en sursaut, je vis ma mère assise sur mon lit. Elle se pencha vers moi, je mis ma tête sur son épaule et je m'endormis profondément. Je ne saurais affirmer si je revis le monsieur inconnu le dimanche d'après, ou s'il se passa plus de temps avant qu'il reparût. Je ne prétends pas me souvenir exactement des dates, mais il était à l'église et revint avec nous jusqu'à la maison. Il entra sous prétexte de voir un beau géranium qui s'épanouissait à la fenêtre du salon. Non qu'il me parût y faire grande attention, mais avant de s'en aller, il demanda à ma mère de lui donner une fleur de son géranium. Elle le pria de la choisir lui-même, mais il refusa je ne sais pourquoi, et ma mère cueillit une branche qu'elle lui donna. Il dit que jamais il ne s'en séparerait, et moi, je le trouvais bien bête de ne pas savoir que dans 2 jours, ce brin de fleur serait tout flétri. Peu à peu, Peggotty resta moins le soir avec nous. Ma mère la traitait toujours avec déférence, peut-être même plus que par le passé, et nous faisions un trio d'amis, mais pourtant ce n'était pas tout à fait comme autrefois, et nous n'étions pas si heureux.
Parfois, je me figurais que Peggotty était fâchée de voir porter successivement à ma mère toutes les jolies robes qu'elle avait dans ses tiroirs, ou bien qu'elle lui en voulait d'aller si souvent chez la même voisine, mais je ne pouvais pas venir à bout de bien comprendre d'où cela venait. Je finissais par m'accoutumer au monsieur au grand favori noir. Je ne l'aimais pas plus qu'au commencement, et j'en étais tout aussi jaloux, mais pas par la raison que j'aurais pu donner quelques années plus tard. C'était une aversion d'enfant, purement instinctive, et basée sur une idée générale que Peggotty et moi, nous n'avions besoin de personne pour aimer ma mère. Je n'avais pas d'autre arrière-pensée. Je savais faire, à part moi, mes petites réflexions. Mais quant à les réunir, pour en faire un tout, c'était au-dessus de mes forces. J'étais dans le jardin avec ma mère, par une belle matinée d'automne, quand Monsieur Murdstone arriva à cheval. J'avais fini par savoir son nom. Il s'arrêta pour dire bonjour à ma mère et lui dit qu'il allait à Lowestoft, voir des amis qui faisaient une partie avec leur yacht, puis il ajouta gaiement qu'il était tout prêt à me prendre en croupe si cela m'amusait. Le temps était si pur et si doux, et le cheval avait l'air si disposé à partir. Il caracolait si gaiement devant la grille que j'avais grande envie d'être de la partie. Ma mère me dit de monter chez Peggotty pour m'habiller, tandis que M. Murdstone allait m'attendre. Il descendit de cheval, passa son bras dans les rênes et se mit à longer doucement la baie d'Aubépine qui le séparait seul de ma mère. Peggotty et moi, nous les regardions par la petite fenêtre de ma chambre. Ils se penchèrent tous deux pour examiner de plus près l'Aubépine, et Peggotty passa tout d'un coup, à cette vue, de l'humeur la plus douce à une étrange brusquerie, si bien qu'elle me brossait les cheveux à rebours de toute sa force. Nous partîmes enfin, M. Murdstone et moi, et nous suivîmes le sentier verdoyant, au petit trot. Il avait un bras passé autour de moi, et je ne sais pourquoi, moi qui en général n'étais pas d'une nature inquiète, j'avais sans cesse envie de me retourner pour le voir en face. Il avait de ces yeux noirs ternes et creux. Je ne trouve pas d'autre expression pour peindre des yeux qui n'ont pas de profondeur où l'on puisse plonger son regard. De ces yeux qui semblent parfois se perdre dans l'espace et vous regarder en louchant. Souvent quand je l'observais, je rencontrais ce regard avec terreur et je me demandais à quoi il pouvait penser d'un air si grave. Ses cheveux étaient encore plus noirs et plus épais que je ne me l'étais figuré. Le bas de son visage était parfaitement carré et son menton, tout couvert de petits points noirs, après qu'il s'était rasé chaque matin, lui donnait une ressemblance frappante avec les figures de cire qu'on avait montrées dans notre voisinage quelques mois auparavant. Tout cela joint à des sourcils très réguliers, à un beau teint brun, au diable son souvenir et son teint, me disposait, malgré mes pressentiments, à le trouver un très bel homme. Je ne doute pas que ma pauvre mère ne fût du même avis. Nous arrivâmes à un hôtel sur la plage. Dans le salon se trouvaient deux messieurs qui fumaient. Ils étaient vêtus de jaquettes peu élégantes et s'étaient étendus tout de leur long sur 4 ou 5 chaises. Dans un coin, il y avait un gros paquet de manteaux et une banderole pour un bateau. Ils se dressèrent à notre arrivée sur leurs pieds, avec un sans-façon qui me frappa, en s'écriant « Allons donc, Murdstone, nous vous croyons mort et enterré. »« Pas encore, dit M. Murdstone. »« Et qui est ce jeune homme ?» dit un des messieurs en s'emparant de moi. « C'est Davy, » répondit M. Murdstone. « Davy qui ?» demanda le monsieur. « David Jones ?»« Davy Copperfield, » dit M. Murdstone. « Comment ? C'est le boulet de la séduisante Mistress Copperfield, de la jolie petite veuve. »« Quignon, » dit M. Murdstone. « Prenez garde à ce que vous dites, on est malin. »« Et où est cet on ?» demanda le monsieur en riant. Je levai vivement la tête. J'avais envie de savoir de qui il était question. « Rien, c'est Brooks de Sheffield, » dit M. Murdstone. Je fus charmé d'apprendre que ce n'était que Brooks de Sheffield. J'avais cru d'abord que c'était de moi qu'il s'agissait. Évidemment, c'était un drôle d'individu que ce monsieur Brooks de Sheffield, car à ce nom, les deux messieurs se mirent à rire de tout leur cœur, et M. Murdstone en fit autant. Au bout d'un moment,
Celui qui l'avait appelé Quignon se mit à dire: Et que pense Brooks de Sheffield de l'affaire en question? Je ne crois pas qu'il soit encore bien au courant, dit M. Murdstone, mais je doute qu'il approuve. Ici, de nouveaux éclats de rire. M. Quignon annonça qu'il allait demander une bouteille de sherry pour boire à la santé de Brooks. On apporta le vin demandé. M. Quignon en versa un peu dans mon verre et m'ayant donné un biscuit, il me fit lever et proposer un toast. À la confusion de Brooks de Sheffield! Le toast fut reçu avec de grands applaudissements et de tels rires que je me mis à rire aussi, ce qui fit encore plus rire les autres. Enfin, l'amusement fut grand pour tous. Après nous être promenés sur les falaises, nous allâmes nous asseoir sur l'herbe. On s'amusa à regarder à travers une lunette d'approche. Je ne voyais absolument rien quand on l'approchait de mon œil, tout en disant que je voyais bien, puis on revint à l'hôtel pour dîner. Pendant tout le temps de la promenade, les deux amis de M. Murdstone fumèrent sans interruption. Du reste, à en juger par l'odeur de leurs habits, il est évident qu'ils n'avaient pas fait autre chose depuis que ces habits étaient sortis des mains du tailleur. Il ne faut pas oublier de dire que nous allâmes rendre visite au yacht. Ces trois messieurs descendirent dans la cabine et se mirent à examiner des papiers. Je les voyais parfaitement du pont au jeté. J'avais pour me tenir compagnie un homme charmant qui avait une masse de cheveux roux, avec un tout petit chapeau verni. Sur sa jaquette rayée, il y avait écrit « L'Alouette » en grosses lettres. Je me figurais que c'était son nom et qu'il le portait inscrit sur sa poitrine parce que, demeurant à bord d'un vaisseau, il n'avait pas de porte cochère à son hôtel où il put le mettre. Mais quand je l'appelai « Monsieur l'Alouette », il me dit que c'était le nom de son bâtiment. J'avais remarqué pendant tout le jour que M. Murdstone était plus grave et plus silencieux que ses deux amis, qui paraissaient gais et insouciants et plaisantaient librement ensemble, mais rarement avec lui. Je crus voir qu'il était plus spirituel et plus réservé qu'eux, et qu'il leur inspirait comme à moi une espèce de terreur. Une ou deux fois, je m'aperçus que M. Quignon, tout en causant, le regardait du coin de l'œil, comme pour s'assurer que ce qu'il disait ne lui avait pas déplu. À un autre moment, il poussa le pied de M. Passnidge, qui était fort animé, et lui fit signe de jeter un regard sur M. Murdstone, assis dans un coin et gardant le plus profond silence. Je crois me rappeler que M. Murdstone ne rit pas une seule fois ce jour-là, excepté à l'occasion du toast porté à Brooks de Sheffield. Il est vrai que c'était une plaisanterie de son invention. Nous revînmes de bonne heure à la maison. La soirée était magnifique. Ma mère se promena avec M. Murdstone le long de la haie d'épines, pendant que j'allais prendre mon thé. Quand il fut parti, ma mère me fit raconter toute notre journée et me demanda tout ce qu'on avait dit ou fait. Je lui rapportai ce qu'on avait dit sur son compte. Elle se mit à rire en répétant que ces messieurs étaient des impertinents qui se moquaient d'elle. Mais je vis bien que cela lui faisait plaisir. Je le devinais alors aussi bien que je le sais maintenant. Je saisis cette occasion de lui demander si elle connaissait M. Brooks de Sheffield. Elle me répondit que non, mais que probablement c'était quelque fabricant de coutellerie. Est-il possible, au moment où le visage de ma mère paraît devant moi, aussi distinctement que celui d'une personne que je reconnaîtrais dans une rue pleine de monde, que ce visage n'existe plus? Je sais qu'il a changé, je sais qu'il n'est plus, mais en parlant de sa beauté innocente et enfantine, puis-je croire qu'elle a disparu et qu'elle n'est plus, tandis que je sens près de moi sa douce respiration, comme je la sentais ce soir-là? Est-il possible que ma mère ait changé, lorsque mon souvenir me la rappelle toujours ainsi, lorsque mon cœur fidèle aux affections de sa jeunesse retient encore présent dans sa mémoire ce qu'il chérissait alors? Pendant que je parle de ma mère, je la vois belle comme elle était le soir où nous eûmes cette conversation. Lorsqu'elle vint me dire bonsoir, elle se mit gaiement à genoux près de mon lit et me dit, en appuyant son menton sur mes mains: « Qu'est-ce qu'ils ont donc dit, Davy? Répète-le-moi, je ne peux pas le croire. » « La séduisante, commençai-je à dire. Ma mère mit sa main sur mes lèvres pour m'arrêter. « Mais non, ce n'était pas séduisante, dit-elle en riant. Ce ne pouvait pas être séduisante, Davy. Je sais bien que non. Mais si, la séduisante Madame Copperfield.
répétai-je avec vigueur, et aussi la jolie. Non, non, ce n'était pas la jolie, pas la jolie, repartit ma mère en plaçant de nouveau les doigts sur mes lèvres. Oui, oui, la jolie petite veuve. Quels fous, quels impertinents, cria ma mère en riant et en se cachant le visage. Quels hommes absurdes, n'est-ce pas, mon petit Davy? Mais, maman, ne le dis pas à Peggotty, elle se fâcherait contre eux. Moi, je suis extrêmement fâchée contre eux, mais j'aime mieux que Peggotty ne le sache pas. Je promis bien entendu. Ma mère m'embrassa encore je ne sais combien de fois. Et je dormis bientôt profondément. Il me semble, à la distance qui m'en sépare, que ce fut le lendemain que Peggotty me fit l'étrange et aventureuse proposition que je vais rapporter. Mais il est probable que ce fut 2 mois après. Nous étions un soir ensemble, comme par le passé. Ma mère était sortie selon sa coutume. Nous étions ensemble, Peggotty et moi, en compagnie du bas, du petit maître, du morceau de cire, de la boîte avec Saint-Paul sur le couvercle et du livre des crocodiles, quand Peggotty, après m'avoir regardé plusieurs fois, et après avoir ouvert la bouche comme si elle allait parler, sans toutefois prononcer un seul mot, ce qui m'aurait fort effrayée si je n'avais cru qu'elle bâillait tout simplement, me dit enfin d'un ton câlin. « Monsieur Davy, aimeriez-vous à venir avec moi passer 15 jours chez mon frère, à Portsmouth? Cela ne vous amuserait-il pas ?»« Votre frère est-il agréable, Peggotty ?» demandai-je par précaution. « Ah, je crois bien qu'il est agréable, » s'écria Peggotty en levant les bras au ciel. « Et puis il y a la mer, et les barques, et les vaisseaux, et les pêcheurs, et la plage, et Ham qui jouera avec vous. » Peggotty voulait parler de son neveu Ham, que nous avons déjà vu dans le premier chapitre, mais en supprimant l'H de son nom, elle en faisait une conjugaison de la grammaire anglaise. Ce programme de divertissement m'enchanta, et je répondis que cela m'amuserait parfaitement. Mais qu'en dirait ma mère? « Eh bien, je parierais une guinée, » dit Peggotty en me regardant attentivement, « qu'elle nous laissera aller. Je le lui demanderai dès qu'elle rentrera, si vous voulez. Qu'en dites-vous ? » « Mais qu'est-ce qu'elle fera pendant que nous serons partis ?» dis-je en appuyant mes petits coudes sur la table, comme pour donner plus de force à ma question. « Elle ne peut pas rester toute seule. » Le trou que Peggotty se mit tout d'un coup à chercher dans le talon du bas qu'elle raccommodait devait être si petit que je crois bien qu'il ne valait pas la peine d'être raccommodé. « Mais, Peggotty, je vous dis qu'elle ne peut pas rester toute seule. »« Que le bon Dieu vous bénisse !» dit enfin Peggotty en levant les yeux sur moi. « Ne le savez-vous pas? Elle va passer 15 jours chez Mistress Grayper, et Mistress Grayper va avoir beaucoup de monde. » Puisqu'il en était ainsi, j'étais tout prêt à partir. J'attendais avec la plus vive impatience que ma mère revînt de chez Mistress Grayper, car elle était chez elle ce soir-là, pour voir si on nous permettrait de mettre à exécution ce beau projet. Ma mère fut beaucoup moins surprise que je ne m'y attendais, et donna immédiatement son consentement. Tout fut arrangé le soir même, et on convint de ce qu'on payerait pendant ma visite, pour mon logement et ma nourriture. Le jour de notre départ arriva bientôt. On l'avait choisi si rapproché qu'il arriva bientôt. Même pour moi qui attendais ce moment avec une impatience fébrile et qui redoutais presque de voir un tremblement de terre, une éruption de volcan ou quelque autre grande convulsion de la nature venir à la traverse de notre excursion. Nous devions faire le voyage dans la carriole d'un voiturier qui partait le matin après déjeuner. J'aurais donné je ne sais quoi pour qu'on me permît de m'habiller la veille au soir et de me coucher tout beauté. Je ne songe pas sans une profonde émotion, bien que j'en parle d'un ton léger, à la joie que j'éprouvais en quittant la maison où j'avais été si heureux. Je ne soupçonnais guère tout ce que j'allais quitter pour toujours. J'aime à me rappeler que lorsque la carriole était devant la porte et que ma mère m'embrassait, je me mis à pleurer en songeant, avec une tendresse reconnaissante, à elle et à ce lieu que je n'avais encore jamais quitté. J'aime à me rappeler que ma mère pleurait aussi et que je sentais son cœur battre contre le mien. J'aime à me rappeler qu'au moment où le voiturier se mettait en marche, ma mère courut à la grille et lui cria de s'arrêter.
parce qu'elle voulait m'embrasser encore une fois. J'aime à songer à la profonde tendresse avec laquelle elle me serra de nouveau dans ses bras. Elle restait debout, seule sur la route. Monsieur Murdstone s'approcha d'elle et il me sembla qu'il lui reprochait d'être trop ému. Je le regardais à travers les barreaux de la carriole, tout en me demandant de quoi il se mêlait. Peggotty, qui se retournait aussi de l'autre côté, avait l'air fort peu satisfait, ce que je vis bien quand elle regarda de mon côté. Pour moi, je restais longtemps occupée à contempler Peggotty, tout en rêvant à une supposition que je venais de faire. Si Peggotty avait l'intention de me perdre comme le petit poucet dans les contes de fées, ne pourrais-je pas toujours retrouver mon chemin à l'aide des boutons et des agrafes qu'elle laisserait tomber en route ?